Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer en revue l'actualité et les événements de la semaine écoulée, avec deux bourgmestres notamment. Au programme, on parlera de l'installation des conseils communaux et des échevins, d'une majorité bruxelloise régionale sans le PS et avec la NVA, point d'interrogation, et de deux grandes premières, le travail sexuel reconnu et des métis qui voient la Belgique condamnée. Pour en parler, nous aurons donc deux bourgmestres et surtout deux experts pour les questionner à mes côtés. Aurore Pénois, journaliste à Vivre ici RTBF. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et attention, à vos côtés, il y a Laurent Hublet, entrepreneur et qui sera bientôt nouvel administrateur de la RTBF sur le quota des engagés. Bonjour, bienvenue Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Alors après la prestation des bourgmestres, il y eut dimanche l'installation des conseils communaux et des collèges. La 17e bourgmestre Olivia Ptito a prêté serment et installé son conseil hier vendredi. Catherine Moreau a, elle, complété sa majorité avec son pire ennemi, c'était pendant la semaine. Reste encore le cas de Schaerbeek et un deuxième vote organisé à Saint-Josse, soit le 5 janvier prochain ou le 9 février. C'est selon, on en reparlera. Simon Brem et Charles Carpro étaient à Anderlecht pour assister à l'installation des conseillers et échevins sous le signe encore frais des révélations sur le CPS. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Une légère bafouille, mais c'est fait. Fatia Elikdimi rempile comme échevine à Anderlecht. Ici, le collège a été simple à former, à l'inverse de certaines communes. Quand on compare évidemment dans d'autres communes où effectivement l'installation du conseil communal ne se fera certainement pas dans certaines communes, et je pense que ça, en tout cas ça s'est très bien passé en termes de négociation, en termes de collaboration, de concertation. On est arrivé vraiment à négocier au niveau des compétences, à élaborer évidemment le programme politique commun qui est en cours, et donc on est vraiment ravis de pouvoir travailler tous ensemble, et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Françoise Carlier, elle, retrouve le banc des échevins dans une majorité identique à celle de la région, une facilité pour mener à bien ses projets. Bien sûr, parce que lorsque j'étais échevine de la mobilité en 2012-2018, j'avais Pascal Smet et Bruno Delille comme ministre ou secrétaire d'État de tutelle, et c'était quand même franchement pénible. Et j'espère que maintenant la collaboration sera bien sûr optimale. PS et maire engagés main dans la main, mais pour faire quoi ? Réponse avec celui qui réenfile l'écharpe mayorale. Anderlecht est une très très vaste commune et donc on veut vraiment identifier des politiques différentes en fonction des spécificités de chacun des quartiers. Et donc cette politique des antennes de proximité avec des managers et des équipes dédicacées de propreté ou de sécurité qui permettent de répondre au mieux à la demande précise, eh bien c'est ça qu'on va développer en premier lieu. Le travail de terrain ne commence pas tout de suite. Les nouveaux échevins doivent d'abord prendre leur marque. Les premières actions concrètes viendront dans les prochaines semaines. Voilà, donc pour ces prestations de serment, alors c'est très important pour les personnes concernées et leurs familles. Je ne suis pas toujours sûr que ça intéresse autant les Bruxellois, mais vous, Aurore Pénois, qu'en avez-vous pensé de ces différentes installations ? Mais alors, beaucoup de bien des installations. Ce qui m'a plutôt tracassé, ce qui me tracasse toujours, c'est l'absence d'installation dans deux communes, et une en particulier, Schaerbeek, pour la citer. Pour être juste, elle a été installée, hein, mais évidemment pas encore avec une majorité. Voilà, c'est ça. On n'est pas sans rien. C'est une installation en temporaire. affaires courantes. Voilà, c'est ça, temporaire. Je trouve que depuis la date des élections, ça commence à être quand même vraiment long. Il n'y a pas de calendrier, donc je trouve ça quand même fort inquiétant, et ça ne va pas aider à la confiance du public, la confiance des citoyens, en tout cas dans l'administration. Voilà. Laurent Hublet, comment vous voyez ça ? Vous n'êtes pas un politique, vous n'êtes pas un journaliste spécialisé, mais comme citoyen, comme bruxellois, comment vous voyez tout cela ? Je pense que le mot le plus important, c'est la confiance. Et effectivement, les communes, c'est la première ligne, c'est l'institution la plus visible des pouvoirs publics, celle qui est le plus en contact avec les citoyens. Donc effectivement, je pense qu'on est dans un moment où la mise en place de gouvernements au niveau régional, au niveau fédéral, prend du temps. Donc je crois que c'est d'autant plus important que la confiance soit donnée au niveau local le plus rapidement possible. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux élus bourgmestres. L'une, pour la première fois, est élue en tant que tête de liste et l'autre devra quand même repasser par la case élection. L'une est en majorité
avec les partenaires prévus même avant l'élection, et l'autre pourrait l'être avec le MR et les engagés, on verra. L'une fut échevine et bourgmestre faisant fonction de sa commune, et l'autre fut député fédéral jusqu'en juin. L'une a un parti qui a changé plusieurs fois de nom, et l'autre a quitté le sien contre son gré pour devenir indépendant. L'une a fait Sciences Po, a écrit 2 romans et est devenue échevine à 36 ans, et l'autre a également suivi des cours de Sciences Po pour débarquer à 32 ans comme échevin qu'il et elle entrent. Alors, bienvenue à Claire Van de Vivereux, la bourgmestre engagée de Jette, et à ses côtés Émir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse. Je vais commencer par Émir Kir, parce que j'ai un peu laissé planer un peu le doute. Nous sommes samedi avec cette émission des experts. Il y a 2 thèses. Il y a la région qui veut vous faire voter le 9 février, et vous vouliez le faire le 5 janvier. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Alors, c'est un peu particulier ce qui se passe pour le moment pour les habitants de Saint-Josse. On a déjà eu... pour nous, des élections qui ont été injustement invalidées. Donc, il fallait réorganiser des élections. Et donc, on attendait que la région fixe une date. La loi prévoit qu'une fois que les élections sont annulées, on a 50 jours pour les organiser. Donc, nous, c'était le 19 novembre. Au plus tard, le 9 janvier. Le dernier dimanche, c'est le 5 janvier. Alors, on a un peu poussé la région. On a dit à la région, on est prêt, donnez-nous une date, on ne vous demande pas la lune. Et pour finir, la région a proposé de le faire le 9 février. Et on se demande sur quelle base légale. On a été voir la jurisprudence avec nos avocats de la Cour constitutionnelle. Il n'y a rien qui démontre qu'on peut le faire en dehors des 50 jours. D'ailleurs, prenons le cas de Celles, en Wallonie, qui a vu ses élections annulées le 26 novembre. Le gouvernement wallon a décidé de les organiser le 12 janvier, en déant les 50 jours. Et donc aujourd'hui, au moment où je vous parle... La commune a introduit une action en urgence. C'est la commune ou... La commune, oui. La commune a introduit une action en urgence auprès du Conseil d'État. Parce que nous, ce dont nous avons peur, c'est d'une nouvelle annulation. Parce qu'on pourrait avoir un recours en disant « vous n'avez pas organisé les élections dans les 50 jours ». Et donc, nous demandons que le Conseil d'État tranche. Alors, de mon côté, vous savez que les élections sont organisées le 5 janvier, le 9 février, ou je ne sais pas quand, au mois de mars, ça ne me dérange pas. Mais là où... on nous a reproché des procurations irrégulières. Je ne veux pas qu'on encourt le risque d'illégalité avec les élections qui viennent. Justement, vous n'avez pas pu installer le nouveau conseil communal. Donc vous êtes toujours avec le vieux conseil communal, en fait. On a pris un mois déjà, oui. Et vous, Claire Van de Vivereux, comment ça s'est passé l'installation du conseil communal? C'est dimanche dernier. Vous aviez presté déjà comme bourgmestre, ça c'était le vendredi précédent. Est-ce que faire prêter serment à tous vos conseillers communaux et échevins, c'est un moment particulier? C'est un moment particulier, à la fois pour ceux qui prestent déjà depuis plusieurs fois. Donc nous avons un échevin, c'était sa 7e prestation. Et puis pour les nouveaux, pour lesquels c'est la première... C'était le doyen des échevins, à défaut d'être Hervé Doyen. Voilà. Et donc, on a un ensemble de conseillers, des nouveaux, des anciens. Et ça s'est passé vraiment en toute cordialité. Ça s'est très bien passé. Et depuis, d'ailleurs, le soir des élections, tout s'est très bien passé avec la confection de notre collège. Aussi, donc, le 1er décembre, puisque ce sont les conseillers qui prêtent serment. Et puis, nous avons aussi voté pour le collège et les échevins qui vont... Et alors, l'étape suivante, c'est le conseil du CPS. Tout à fait. Et ça, c'est quand? Alors, je reçois les actes cet après-midi. Et puis, nous aurons notre conseil communal le 16 décembre pour l'installation des conseillers du CPS. Et c'est à peu près comme ça que ça va se faire partout, sauf à Saint-Josse, où il faudra attendre aussi les élections. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de prestation de serment, soit pour la vôtre, ou soit pour faire prêter serment aux conseillers communaux, aux échevins et Émir Kir? Non, pas spécialement. Je pense qu'à chaque fois qu'on prête serment, c'est un moment exceptionnel parce qu'on prête serment devant la population et en particulier sa famille. Et je pense que c'est un moment qui est la prise officielle de ses responsabilités. Et je trouve que c'est des moments importants dans une démocratie. Alors, on a entendu parler des problématiques du CPS à Anderlecht. Vous avez suivi ça avec ce reportage qui a été diffusé par la VRT. Encore de nouvelles révélations dans le courant de la semaine de la VRT. Encore des problèmes, de la fraude, des escroqueries. On n'en sait pas encore trop. Il y a des enquêtes qui sont prévues, des audits.
En voyant ce qui se passe, en voyant le débat que ça crée à la fois au Parlement fédéral et au Parlement régional, Claire Van de Vivereux, est-ce que vous vous dites qu'on doit un peu vérifier ce qui se passe dans le CPS, même dans le mien ? Donc, les communes et singulièrement les bourgmestres ont la tutelle sur les CPS. Donc, moi, je peux rassurer tous les Gétois et toutes les Gétoises sur le fonctionnement de notre CPS. Nous avons différents types de contrôles. D'abord, nous avons, il y a quelques années, réalisé un audit pour travailler sur l'organigramme et singulièrement aussi sur nos assistants sociaux. Ils ont un service avec des responsables et encore un responsable au-dessus. Donc, il y a des checks qui se font au sein du service des assistants sociaux qui ont un nombre de dossiers maximal pour permettre effectivement de faire ces visites à domicile et d'avoir des dossiers qui sont vraiment bien établis. Et ils y arrivent à Gênes ? On y Parce qu'on arrive. dit qu'à Anderlecht, on n'y arrive pas. Alors on y arrive, mais donc ça veut dire qu'il faut un nombre d'assistants sociaux suffisant et qu'il faut aussi qu'ils ne soient pas laissés comme ça avec leurs attributions. Donc il y a un service qui est compétent avec des responsables, aussi un directeur, et ces personnes vont alors au conseil spécial qui détermine des revenus d'intégration et des aides. Et ce conseil fait donc d'élus, si vous voulez, qui sont élus par le conseil communal, le 16 décembre en l'occurrence, prennent le temps de lire les dossiers. Et donc les assistants sociaux, l'administration sait qu'il peut y avoir un contrôle. Et donc, la plupart du temps, les dossiers sont nickel, mais il peut y avoir un flou. On peut constater, ah tiens, mais il n'y a pas eu de visite domiciliaire. Donc, c'est un ensemble, c'est un fonctionnement qui fait qu'il y a des contre-pouvoirs et que, in fine, la décision qui est prise est vraiment le résultat de tout un processus. Et c'est essentiel. Et quand j'entends qu'un président doit recevoir les gens et décider parce que les assistants sociaux ont trop ou qu'ils font leur travail et puis qu'on le balaye, ça s'appelle effectivement des dysfonctionnements. Mais en tout cas, à Gênes, ça ne se passe pas du tout à Gênes de cette manière. Saint-Josse et Mirkir. Alors j'ai vu les chiffres récemment, on est parmi les communes qui avons en moyenne, on est les deuxièmes à avoir le plus de personnes. Vous avez 3% à peu près donc on est bénéficiaires deuxième, du CPS. donc on est vraiment tout au-dessus du hit parade. Nous n'avons pas de problème. Par contre, je pense qu'il y a un problème dans l'organisation du CPS aujourd'hui. Il y a trop de compétences qui ont été données. Le CPS doit organiser des marchés publics, faire les travaux, du logement. Je trouve qu'à un moment donné, on doit centraliser le rôle du CPS. Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Je crois qu'on leur donne trop de missions. Sur l'action sociale en tant que telle. Mais moi, je crois, oui. Je pense que si les CPS s'occupaient que de leur core business, on n'aurait pas ces problèmes. C'est pour ça qu'à Saint-Josse, nous pensons qu'il faudra à un moment donné, non pas fusionner les CPS avec la commune, mais rapatrier certaines matières pour faire des économies d'échelle, mais aussi pour permettre aux CPS de mener à bien ces missions. Je voudrais dire ici que sans eux, comment aurions pu, nous, fonctionner pendant le Covid par rapport à la crise énergétique et l'inflation? Je pense que le CPS est le rempart. Vous voulez faire passer à la commune? Je pense notamment tout ce qu'il faut, les marchés publics, les marchés travaux, la politique du logement. Je pense que ce sont des matières qui sont faites par la commune, qui pourraient être faites par la commune, faire des économies d'échelle, mais aussi éviter qu'on disperse l'attention du CPS qui doit rester vraiment sur l'UNA. Claire Van de Vivereux, est-ce que vous êtes sur la même ligne que Émir Kir là-dessus? Ce que nous faisons effectivement depuis des années, ce sont des synergies, des marchés communs au niveau de l'informatique par exemple. Donc on travaille de plus en plus ensemble. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Et pour moi, on peut aller plus loin. Et donc au lieu de se dire on va avoir un CPS régional, ce que les gens demandent, c'est la proximité. Mais par contre, augmenter ces synergies et peut-être jusqu'à aller à fusionner comme c'est en Flandre, pourquoi pas? Puisque c'est un processus vers lequel on tend, nous, en tout cas à la commune de Gênes, mais dans d'autres communes de plus en plus. Vous pourriez déjà discuter avec des communes autour de vous? Vous pensez qu'il y aurait une écoute pour fusionner peut-être sur certains services? Donc moi je parle de la fusion et d'un rapprochement entre l'administration communale et le CPS de la commune. Vous n'iriez pas jusqu'à rassembler avec une commune voisine par exemple? Ce ne serait pas trop compliqué? À ce stade, je pense que ce ne serait pas le plus facile. Déjà, ce travail de synergie entre l'administration communale et le CPS, c'est pas toujours facile. Et donc, en plus, si on doit commencer à travailler avec d'autres communes, allons-y petit à petit et convenablement. Mais qu'est-ce qui empêche sur le principe de dire le CPS et le conseil communal, enfin le conseil du CPS et le conseil communal, c'est la même chose? Rien. D'ailleurs, la loi est très claire. C'est une émanation de la commune. Mais dans un fonctionnement idéal, on a souhaité à un moment donné organiser des CPS. Mais je pense qu'on peut faire des synergies, faire fusionner certaines matières.
dans le but de permettre aux assistants sociaux et aux travailleurs du CPS de s'occuper des gens. Parce qu'aujourd'hui, le pire qu'on a un peu dans nos administrations, c'est la dispersion. Au lieu de s'occuper de sa mission, on est occupé à faire des cours de langue, on fait du logement, on fait des marchés, de l'informatique. Et à un moment donné, on ne s'occupe peut-être pas assez d'aller vérifier certaines choses. Est-ce que vous pouvez décider ça seul au niveau de la commune? Oui, bien sûr, c'est une compétence communale. Donc ça peut être un objectif de la législature à venir. Mais c'est une demande d'ailleurs de la région. La tutelle nous demande de travailler plus en synergie, voire de faire fusionner certains pans entiers de matière, en vue de leur côté, évidemment, de faire des économies d'échelle, qui n'est pas faux, il ne faut pas rejeter de revers de la main. Faire chez vous aussi. Mais surtout de mieux faire fonctionner. Je pense que c'est essentiel. Chez vous aussi, Claire Van de Vivereux, un objectif pour les 6 ans à venir? Et comme on dit, on tend vers ces synergies au maximum et ça pourrait aller jusqu'à une intégration pour effectivement avoir des économies d'échelle et que chacun retourne à son core business. Laurent Hublet, on parle beaucoup de budget et tout ça, et ça c'est un élément quand même peut-être positif d'améliorer un fonctionnement en faisant en même temps quand même quelques économies. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir l'évolution du nombre de bénéficiaires dans les CPS bruxellois, qui ont très fortement augmenté ces 15 dernières années. Et j'ai été frappé de voir qu'il y avait quand même une certaine disparité entre les communes à Bruxelles. Et du coup, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Puisque manifestement, il y a certains CPS qui ont beaucoup plus de travail et d'autres moins. Et comment est-ce qu'on peut gérer ces différences? Est-ce qu'il y a des concurrences entre CPS aujourd'hui à Bruxelles? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, à Saint-Josse, il y a des gens d'autres communes qui viennent chez vous parce que le CPS serait... on est peut-être servi plus vite ou même chose à Jette. Est-ce que ça peut arriver, ça? La popularité de chaque commune est connue pour certaines matières ou d'autres, mais pour avoir l'aide sociale, il faut être résident dans la commune. Oui, c'est la règle. On ne peut pas faire du shopping. Nous, on ne demande pas aux gens de venir tout particulièrement à Saint-Josse, mais il y a aussi évidemment la politique d'asile qui fait que on a toute une série d'étrangers qui viennent s'installer à Bruxelles et pas en Wallonie et en Flandre, qui fait que nous avons plus de gens qui émergent dans les CPS de Bruxelles. Mais je pense aussi que nous menons des politiques de mise à l'emploi des gens qui sont CPS avec les articles 60, 61. Je peux vous assurer que c'est eux aussi qui font le bonheur des communes et des entreprises aujourd'hui à Bruxelles. Grâce à ce travail commune, CPS, entreprise, on met des milliers de personnes au travail et qui connaissent une progression vraiment vertigineuse, rapide dans nos administrations. L'idée, c'était de rééquilibrer, c'est peut-être au niveau régional que ça doit se faire, Laurent, ce genre de choses-là. Claire Van de Vivereux, là-dessus? Le CPS, effectivement, reçoit des dotations, et donc elles doivent être à la mesure du nombre de personnes qui ont un revenu d'intégration. Et ce qu'on constate de plus en plus au niveau régional et au niveau fédéral, c'est que nos dotations diminuent. Et ce n'est pas en ayant un chômage qui s'arrête après 2 ans que les choses vont s'améliorer, puisqu'on entend qu'il y aurait peut-être une compensation, mais pas, et comme c'est souvent le cas, à la mesure des dépenses que nous allons avoir au sein de nos CPS. Donc il y a des disparités et des communes plus riches que d'autres. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette solidarité et des dotations à la mesure des enjeux dans chaque commune. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, cette augmentation qui pourrait arriver si les mesures sont prises? Mais on est très très inquiet, parce que la situation des communes n'est pas au beau fixe depuis quelques années, celle de la région non plus. Aujourd'hui, la région, nous sommes d'avoir des budgets d'équilibre. Or, la même région diminue son aide vers les CPS. Pareil pour le fédéral. Et c'est un exemple parmi tant d'autres où on voit les parts d'intervention de la région vers les communes diminuer, ou en tout cas stagner. Donc nous sommes aussi confrontés à cette réalité, une explosion de demandes vers les CPS, mais aussi une diminution des aides qui viennent des autres entités. C'est pour ça que des économies d'échelle, mieux faire fonctionner nos communes et nos CPS devient une absolue nécessité. Alors on va parler de la région bruxelloise, on en a déjà un petit peu parlé, on va aller un peu plus loin là-dessus, avec cette majorité qui est toujours au point mort. Cette semaine, le PS a mis sa menace à exécution. Ahmed Laouedj a indiqué qu'il n'était pas question d'être à une table de négociation avec la NVA, que donc du coup, il quittait même carrément les négociations au niveau francophone. Il l'a expliqué après le bureau de la Fédération bruxelloise du PS. Et depuis lors, David Lester a élargi des discussions avec des filles, avec Écolo, avec le CDNV. Alors, comment en sortir de la crise? J'ai eu dans la semaine Claire Van de Vivereux au téléphone et je voulais savoir si vous étiez finalement parvenu à une idée, une espèce de
baguette magique pour faire abracadabra, avoir une idée. Est-ce que du côté des engagés, on a une idée pour que ce gouvernement arrive? Alors, je vais vous décevoir, je n'ai pas cette solution magique que je vous ai fait miroiter il y a quelque temps. Je suis en toute humilité bourgmestre à Jette. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il faut absolument que chacune et chacun endosse sa responsabilité pour le bien commun, pour Bruxelles, et qu'on sorte de ces logiques partisanes. Ça me semble essentiel, parce que pour l'instant, et depuis 6 mois, on est avec des exclusifs. Ça, je ne veux pas. Avec lui, oui, je monte si un tel. À un moment donné, il faut arrêter de se faire... Donc pas d'exclusif, selon vous? Pas d'exclusive, et surtout ne pas commencer super nota, il est écrit ça, alors non, on va dire rétro satana, pas la NVA, pourtant il n'y a pas que la NVA qui souhaite des réformes et peut-être au détriment des communes, mais donc avant d'être avec des exclusifs, il faut se mettre autour de la table, donc il faut vraiment des gens de bonne volonté, responsables, parce qu'il en va de l'avenir de Bruxelles, au niveau de son budget, qui va de plus en plus dans le rouge, mais on se rend compte aussi qu'il faut réformer tant les institutions politiques que l'administration. On a multiplié les OEP, les organismes d'intérêt public. Il faut vraiment faire le ménage et il y a urgence, donc il faut se mettre absolument autour de la table. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début sur les exclusifs, parce que moi j'ai quand même entendu des exclusifs chez les engagés aussi, vis-à-vis du PTB, vis-à-vis du team Fouad-Aïda, un Gétois d'ailleurs, Fouad-Aïda. Est-ce que là, il faut aussi lever les exclusifs et dire, voilà, on ouvre à tout le monde, même au team Fouad-Aïda, à la NVA, et pourquoi pas au PTB aussi au niveau régional? Vous avez entendu les engagés par rapport à la team Fouad-Aïda, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont plutôt réticents. Non, vous n'êtes pas les seuls. On n'est pas les seuls, effectivement. Et donc ce qu'il faut vraiment maintenant, c'est voir parmi l'ensemble des partenaires du côté francophone et néerlandophone qui est prêt vraiment à se mettre autour de la table pour arrêter ces rencarts, etc., arriver à s'embrasser pour une première fois et à avancer ensemble. Voilà, parce que pour le moment, c'est plutôt comme ça, on se regarde en chien de faïence. Il faut y aller, et avec les partis de bonne volonté. Je note que vous demandez à Ahmed Laoueche d'embrasser Sylche Van Acteur. On verra si on arrivera à ce résultat. Non, j'allais dire, j'espère que ça arrivera quand même avant la Saint-Valentin. Oui, on l'espère pour le bien de tous les Bruxellois et de toutes les Bruxelloises. Emirki, vous qui avez été au PS et avez vu comment fonctionne le PS, comment vous décryptez cette situation aujourd'hui, cette mise en retrait du PS? Est-ce que c'est... attendre et prendre de la distance pour mieux sauter sur le boulot d'un formateur à la place de David Lester, ou c'est vraiment une position de fond? Je vais vous répondre. Je pense d'abord qu'il y a un problème de génération. On n'a plus les Charles Piquet, les Guy Van Engel qui arrivaient à dialoguer entre les deux communautés et à créer l'identité bruxelloise. Il nous faudrait les nouveaux Charles Piquet, les nouveaux Guy Van Engel, des gens qui, à un moment donné, sortent de leur identité communautaire pour essayer de se fondre dans l'identité bruxelloise. Alors moi, je ne suis pas choqué par la note. Cette note existe. Elle a toujours existé du côté flamand. Cette note n'était pas prévue d'être rendue publique. C'est la note de la NVA ou de certains partis flamands au fédéral. Vous savez, quand la NVA propose la fusion des communes à Bruxelles, il y en a plein qui soutiennent aussi. Donc, c'est pas juste la NVA. Donc, la note, elle a toujours existé. Mais ce que nous avons fait dans le passé, en 2004, en 2009, en 2015, c'est de discuter, de dialoguer. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les 5 dernières années ont rompu la concertation à Bruxelles. Et je vais donner un exemple que j'ai d'ailleurs donné ici avec Claire il y a quelques mois, c'est la mobilité. Il faut faire des victoires pour les uns au détriment des autres. On n'a jamais vécu ça à Bruxelles. On a toujours fait des petits pas dans la bonne direction avec tout le monde. Donc, ce qui serait bon pour les Bruxellois, c'est de retrouver des gens qui essayent de se concerter. Se concerter, c'est s'écouter et essayer de faire un chemin ensemble. Après, je pense aussi que, c'est la troisième chose, je pense aussi que l'attitude que Laoueche a eue par rapport à cette note, c'est une attitude politique. À mon avis, il veut faire passer probablement des messages du côté néerlandophone pour dire, voilà, nous sommes incontournables du côté du PS, c'est ce qu'il dit. Si vous voulez nous voir autour de la table, il faut que cette note change. Il y avait peut-être moyen de le dire autrement, mais c'est sa manière de dire les choses. Je pense qu'il y aura un autre round, j'en suis certain. Oui, vous êtes plutôt positif. Mais j'en suis certain parce qu'on ne peut pas laisser les institutions bruxelloises, ils sont déjà en position de vacances depuis 6 mois. Est-ce qu'il faudrait changer de formateur? Est-ce que le problème, c'est David Lester ou Elk van den Brandt? Mais je dirais que le problème est de génération. Si c'était que David ou que Ahmed ou qu'un autre, c'est facile. Je pense que cette génération doit s'inspirer des Guy Van Engel, des Charles Piquet, des gens qui ont toujours essayé de trouver des solutions et pas
de s'affronter. Et le PTB dans 2 communes bruxelloises, c'est une première étape avant un passage à la région ? Alors, moi, je pense que le PTB dans les 2 communes, c'est l'épreuve de l'expérimentation. Ça va être très intéressant. Moi, je suis très intéressé par savoir ce qu'ils vont faire. Entre le déclaratif de l'opposition et aujourd'hui être aux affaires, je suis très intéressé de voir ce qu'ils vont faire. Entre faire des compromis et la compromission, j'ai souvent entendu qu'ils dénonçaient la compromission. Aujourd'hui, je suis content de voir qu'ils sont pour des compromis. Mais jusqu'où ils vont aller dans les compromis ? Est-ce qu'ils vont tenir dans la loyauté ? Moi, je trouve que c'est une belle expérience. Très bien, je vous propose de passer à nos têtes d'affiche. Je vous propose donc des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir une ou un et de commenter votre choix. Alors, en bien ou en mal, en fonction des personnalités. Et je vais commencer par vous, Claire Van de Vivereux. Tout d'abord, Bernard Quintin, le nouveau ministre ganseronois des Affaires étrangères. Enfin, il s'occupe de l'ensemble de la Belgique, pas que de Ganseron. Olivia Ptito, futur collègue bourgmestre à Koekelberg. Remco Evenepoel, blessé par un emportiérage. Ou enfin, Yoon Suk Yeol, le président sud-coréen tyran pendant 24 heures seulement. Alors, qui choisissez-vous, Claire Van de Vivereux, Bernard, Olivia, Remco ou Yoon Suk ? Sans hésiter, Olivia Ptito, qui sera ma collègue au collège de police, puisqu'elle sera bourgmestre absolument de Koekelberg. Et donc, vu le fait qu'il y a peu de femmes bourgmestres, je me réjouis de la rencontrer et de collaborer ensemble. En tout cas, vous serez 4, et qui sait 5, on verra à Schaerbeek ce qui se passera, mais il y a toujours une potentielle 5e. Vous, Mirkir, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Joëlle Milquet, nouvelle présidente du conseil d'administration de l'RTBF, sera la patronne de Laurent Hublet qui entre aussi dans ce CA. Alain Courtois, le retour de celui qui présidera le Conseil de Bruxelles, Niels Arestrup, le comédien décédé en début de semaine, ou encore Didier Renders, perquisitionné, qui jouait manifestement beaucoup trop au loto. Qui choisissez-vous ? Vous voulez parler de qui ? De Joël, de Alain, de Niels ou de Didier ? Sans hésiter, Joëlle Milquet. Je pense qu'elle a marqué sa période politique. Elle a été justement quelqu'un qui a essayé de créer des compromis. Et c'est une femme engagée qui a fait du bien à Bruxelles pour la diversité, pour les femmes. Je pense que c'est quelqu'un d'utile à la politique. Est-ce que les experts ont un mot à dire ? Sur Joëlle Milquet, Laurent Hublet, ce sera votre présidente au CA de RTBF. Je ne la connais pas, je la rencontrerai dans quelques semaines. Pour l'instant, elle est en mission à l'étranger, donc vous n'avez même pas eu l'occasion de la voir. Ce sera pour votre premier conseil d'administration le 20 décembre. Vous, Aurore Pénois, il y a une des personnalités. Je vois un petit sourire, c'est Didier Renders. C'est Didier Renders. Oui, écoutez, je pense que tout le monde était assez choqué avec cette histoire. Alors, j'imagine... Choqué et surpris. Choqué et surpris. C'est à la fois un peu improbable, mais c'est de se dire si les faits sont avérés. Il y a quand même cette dimension de ces personnes ont quand même un salaire assez élevé du côté de la Commission européenne. Pourquoi s'abaisser à une chose pareille ? Mais voilà, c'est un avis très personnel. Il faut savoir, soit c'est un avis sur l'addiction au jeu, soit c'est un avis sur se dire c'est une bonne manière de blanchir de l'argent que de mettre de l'argent. Je pense qu'il jouera sur l'addiction. J'imagine qu'il pourrait jouer sur l'addiction, mais je n'ai pas l'impression que c'est le fond du dossier. Alors, 5 informations qui vous ont ravi ou étonné en tout cas, ou énervé. Tout d'abord, on va commencer par le Lotus Bleu, l'album d'Hergé qui va être réédité mais de manière complète. La Syrie, où les rebelles attaquent et sont en train de faire tomber Assad. Les Noces d'argent du couple royal. Nous avons également le Théâtre national qui était fermé pendant 15 jours à cause d'un suicide. Ou enfin l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité qu'on nous promet pour 2025, à peu près 50 € par an par ménage. Je vais commencer par vous, Emirkir. Quelle info voulez-vous commenter ? Le dernier, parce que c'est un truc qui a traversé ces 5 dernières années. On a eu l'inflation, on a eu la crise du Covid qui a fait grimper les prix. Et puis à un moment donné, on a eu des augmentations vertigineuses et ça recommence. Je pense qu'on est dans une période particulièrement difficile, c'est vraiment regrettable. Je pense que pour tout le monde, c'est la chose qui m'énerve aujourd'hui. Alors vous, qui êtes un peu le spécialiste des primes et des chèques, est-ce que vous prévoyez une prime ou un chèque pour le gaz et l'électricité ? On l'a fait pendant cette législature, à 2 moments, on a donné une aide pour le pouvoir d'achat. Il faudra peut-être y réfléchir, parce que je pense que c'est surtout pour les plus démunis ou la classe moyenne inférieure. C'est vraiment difficile, 50 €.
Je ne sais pas si c'est par mois ou par an. Par an, oui, par an. Donc, je ne sais pas quel est l'impact, parce qu'il faudra vérifier. Mais là où on intervient beaucoup, c'est sur les chaudières, faire en sorte que les bâtiments consomment moins. On a un guichet prime qui accompagne tous les propriétaires locataires pour réduire leur coût de consommation. Souvent, on ne comprend pas pourquoi la commune de Saint-Josse, qui est une commune pauvre par le revenu de ses habitants, est une commune peut-être moins pauvre que d'autres communes. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer ce paradoxe, le paradoxe de Saint-Josse? Ça prendrait 10 minutes, je vais essayer de le dire en quelques secondes. Merci. Dans les années 50, la Belgique souhaite créer son Manhattan à Bruxelles. C'est dans le quartier nord, Saint-Josse-Carbeek. Et il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Guy Cudel, mon bourgmestre, qui profite de l'occasion pour se dire c'est peut-être une occasion pour moi d'avoir des tours qui pourront rapporter des taxes. Et en fait, si aujourd'hui la commune de Saint-Josse est à l'équilibre, c'est grâce aux bureaux qui sont présents dans le quartier nord. Donc, et aux taxes qu'il paye annuellement à la commune. C'est dit. Très bien. Alors, à vous de choisir, Claire Van de Vivereux, un autre sujet que celui choisi par Émir Kir. Un autre sujet, au-delà du sujet un petit peu positif des noces d'argent du couple royal, j'ai quand même une pensée forte. C'est pas toujours forte. positif, 25 ans de mariage. En tout cas, d'après les photos, ça paraît positif. Ça paraît positif. Apparemment, pour vous, c'est positif. Pour moi aussi, 27 ans. Voilà. Par contre, une pensée quand même pour les habitants en Syrie qui avaient déjà pas la vie facile et qui là maintenant continuent à subir les assauts et qui sont vraiment les victimes, les premières victimes de rebelles et d'un pays qui n'arrive pas à être stable. Et franchement, c'est dramatique ce qui se passe là, comme dans d'autres contrées. C'est vrai que là, les morts, depuis 2011, on parle de 500 000, je crois, en Syrie. Donc c'est vraiment, effectivement, une situation terrible. Alors, nous allons passer à présent à notre thème suivant en parlant des travailleurs et des travailleuses du sexe qui disposent depuis le 1er décembre d'un véritable statut professionnel. C'est une première au monde et voici les premières impressions recueillies par Fanny Rocher et Frédéric Dehaenau. La dépénalisation de la prostitution en 2022 avait laissé les travailleurs et travailleuses du sexe dans une zone grise. Ce nouveau statut leur garantit désormais une couverture sociale et une protection contre les risques sur leur lieu de travail. Une première mondiale qui est le fruit d'un travail de longue haleine. C'est un processus qui est très long parce qu'il faut changer les mentalités, accepter finalement de reconnaître que cette activité peut avoir une place dans notre société sans être systématiquement stigmatisée et malmenée. Chez Alias, la mission se concentre sur l'accompagnement des hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes et des personnes trans. L'idée d'un contrat est bien accueillie par l'ASBL, qui reste toutefois nuancée. Chez Alias, en 2024, presque une personne sur deux qu'on a rencontrée n'ont pas de titre de séjour ou un titre de séjour précaire. Ce qui du coup limite ou empêche leur accès sur le marché du travail. Une des craintes, c'est que ce soit un prétexte pour augmenter évidemment les contrôles envers les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir accès à un contrat de travail. Une des conséquences, ce serait évidemment de marginaliser encore plus certaines pratiques prostitutionnelles, de les rendre plus cachées et du coup moins accessibles aux associations de première ligne. Si pour les acteurs de terrain comme Espace P, ce contrat de travail est historique pour les TDS, les travailleurs et travailleuses du sexe en Belgique, il reste encore du chemin à parcourir. C'est vrai qu'il faut encore travailler là-dessus, sensibiliser aussi bien les TDS elles-mêmes, même si une partie sont déjà informées de la législation, également aussi les futurs employeurs, mais aussi les magistrats, les parquets, parce qu'il y a un pan du public qui exerce le travail du sexe qui ne rentreront pas dans le système. Et ces personnes-là, il ne faut pas les délaisser et il ne faut pas non plus les oublier. Ce sont précisément ces travailleurs de l'ombre qui feront l'objet de nouvelles discussions entre les différentes associations lors d'un colloque le 17 décembre prochain. On parlait tout à l'heure des spécificités de Saint-Josse. On peut aussi dire qu'il y a une spécificité de Saint-Josse. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses du sexe sur le territoire. Comme ça, dans le quartier, on parlait des petites et mignonnes entreprises. Alors, sans genrer les choses, qu'est-ce que vous pensez, vous, Émir Kir, de cette nouvelle disposition de faire un contrat de travail? D'abord, j'ai été ministre et j'avais en charge cette problématique. Puis je suis bourgmestre depuis 12 ans. J'ai toujours été pour le statut pour une prostituée ou un prostitué, parce que je pense que c'est des travailleurs malgré tout ce que certains peuvent croire. Ils doivent avoir un statut pour avoir la sécurité, santé, sécurité sociale.
Mais ici, c'est une approche que je comprends, mais qui est incomplète. La réalité, c'est la traite des êtres humains dans nos quartiers. À Saint-Josse, pour l'essentiel, c'est de la traite des êtres humains. Ce sont des Africaines qui sont kidnappées au Ghana et au Nigeria, qui sont amenées de force, qui ne peuvent pas parler. Si elles parlent, on tue leurs familles qui sont au village. Mais de ça, ils n'en parlent pas. Je suis toujours très étonné. Il y a eu... Vous parlez des associations. On a une approche assez angélique de la situation. Dans notre quartier, ça se passe très très mal. Elles se mettent toutes nues, elles ne répondent pas, elles ne se présentent pas, quand elles sont en audition, elles ne s'expriment pas parce qu'elles ont peur qu'on fasse du tort à leur famille. Il y a eu, il y a 10 ans, une décision importante, Mama Leather, qui a permis d'arrêter toute une série de proxénètes. Et il y a de nouveau une action en justice qui est menée. Et donc, nous, on est confrontés par rapport à cette réalité. La politique que je mène au niveau communal est simple. Nous allons systématiquement racheter les maisons. Il y a des carrés en lien avec la traite des êtres humains. Nous n'en voulons pas. Moi, je ne veux pas que Saint-Josse et d'autres, c'est à eux à le dire, mais moi, je ne veux pas que Saint-Josse soit la capitale de la traite des êtres humains en lien avec la prostitution. Mais le risque, c'est que ça soit reporté sur d'autres communes. Écoutez, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pas parce que l'État fédéral, la région, moi je suis bourgmestre. Demandez un peu aux habitants le calvaire qu'ils vivent au quotidien. C'est un vrai calvaire. Pourquoi ? Ça travaille tout le temps, ça fait du bruit, c'est dénudé complètement, c'est la réalité, et on est confronté à cette réalité. Moi j'ai demandé, il y a 10 ans, à la région et au fédéral, de faire comme à Anvers, c'est-à-dire faisons une rue totalement fermée, mettons des carrés là-bas, avec des infirmières, avec de la police. Il y a eu le soutien de personne. On est laissé et livré à nous-mêmes dans nos réalités. Donc à un moment donné, je me dois en tant que bourgmestre de protéger nos habitants. Alors Claire Van de Villereux, sur les 2 points. Le premier point, c'est l'aspect historique de ce contrat de travail. Et peut-être le deuxième point, c'est comment gérer ça dans une commune. Je ne sais pas si à Gênes, vous avez ce genre de problématique. Mais voilà, mais je vous écoute. Donc il y a la traite des êtres humains et puis il y a aussi une partie des travailleurs du sexe qui vivent dans la toute grande précarité. Donc moi je pense que c'est une bonne chose qu'ils puissent avoir un contrat de travail, qu'ils aient un statut, qu'ils soient protégés par une mutualité, qu'ils puissent avoir accès plus tard à la pension. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Je ne suis pas experte de la situation. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des proxénètes et qu'on n'utilise pas ce cadre pour qu'on tâche de légaliser ce qui ne l'est pas. L'essentiel ici, l'employeur tel que prévu, il y a une notion qui est importante, c'est le libre consentement. Et donc il ne faudrait pas que le proxénétisme et la traite sous des dehors de contrats de travail soi-disant libres et qui ne le sont pas du tout parce que derrière, il y a une violence incarnée, soit par rapport à des menaces, soit on prend les papiers. Et donc, j'en appelle vraiment à la police, aux magistrats, aux parquets, à faire leur travail pour que cela puisse être une avancée sur le terrain et qu'il n'y ait pas utilisation de ce cadre. Voilà ce que je dirais à ce stade. Mais globalement, c'est quand même une avancée. Je pense que ça reste vraiment historique pour la Belgique. C'est même réjouissant de se dire qu'à l'heure actuelle, malgré toutes les tensions, toutes les oppositions, des dossiers aussi forts continuent à arriver et à passer au niveau de la loi. Moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'on a ouvert une porte et que le reste va suivre. En tout cas, j'espère. Je ne sais pas. Laurent Hublet ? Oui, je crois aussi que l'essentiel, c'est les personnes. C'est de prêter attention aux personnes dans ces situations, plus que des grands principes ou de la moraline. Et donc ici, effectivement, de pouvoir leur donner des droits, je crois que c'est le plus important. Et comme vous le disiez, tout en assurant que ça n'est pas d'effets pervers par rapport à... Mais il peut toujours y avoir des effets pervers bien sûr, dans et donc, une loi. Donc, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas effectivement contrôler. Tout à fait. Il faut contrôler. Et effectivement, de ne pas être... de ne pas se voiler la face par rapport à tout ça. Et je pense en particulier à Bruxelles, il y a toute une série de problématiques, pas uniquement autour de la prostitution, il y a une série de problématiques de sécurité aussi, plus largement, sur lesquelles le pire qu'on puisse faire, c'est de se voiler la face. Parce que si on se voile la face, ce sont les personnes les plus faibles qui finissent par en payer le prix. Donc on doit adresser ça, et je pense, on parlait de la formation du gouvernement régional, on sait que Bruxelles fait face à une série c'est même plus que de crises, mais de situations vraiment chaotiques dans son quotidien. Et en plus, on n'est pas une île et on voit que du chaos autour de nous, c'est pas ça qui manque, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Syrie. On va peut-être revivre une crise migratoire dans quelques semaines.
on est en guerre face à la Russie. Donc on vit dans des situations de tension globale qui ont des conséquences sur des individus. Et je pense que la prostitution, le trafic d'êtres humains, ça c'est vraiment la conséquence sur des individus de crise plus globale. Et en ça, Bruxelles, avec son statut de capitale nationale, européenne, c'est un aimant pour ces crises et pour les individus qui les vivent. Et donc, quand on dit qu'il faut avancer pour le bien commun, pour qu'on ait un gouvernement qui est en place, c'est pour ce genre de situation, c'est pour pouvoir avancer sur ce genre de dossier. Tant au niveau régional qu'au niveau fédéral, parce que c'est aussi des matières au niveau de la sécurité très fédérales. Alors, il y a eu une autre grande première cette semaine, c'est la décision de la Cour d'appel de donner raison à des plaignantes orphelines métisses congolaises contre l'État belge. Reportage Jim Moskowitz et Marjorie Fellinger. Je m'appelle Léa Tavares Mougine. Je m'appelle Noël Marie-Josée Locher. Monique Bitou. Moi, c'est Simone Galoula Vandenbroek. C'est l'histoire de 5 femmes face à l'État belge et son passé colonial. Une victoire après 6 longues années de procédure. Les warriors. Pourquoi vous êtes des warriors? On est des warriors parce que on a gagné le grand combat. Quand on a commencé, on n'était même pas sûr qu'on allait trouver des avocats qui allaient nous écouter d'abord et puis prendre même notre problème en considération. Derrière ces warriors se cache une autre femme, leur avocate, elle aussi très émue du résultat. Vous avez été formidable. J'ai une énorme admiration pour elles. Ce sont des femmes qui sont grand-mères, arrière-grand-mères aujourd'hui, qui ont eu le courage de parler pour la première fois 50, 55 ans, 60 ans après les faits. On avait honte. C'est parce que quand on s'est marié, on a eu des hommes et des enfants. Maintenant, tu vas raconter qui est ta mère, d'où vient ta mère. On s'est gêné. Arrachées à leur mère alors qu'elles n'avaient parfois que 3 ans, elles ont été placées de force dans des couvents en Belgique avec pour unique raison des motifs racistes. L'État belge colonisateur considérait que les métis constituaient une menace pour la suprématie de la race blanche. Et pas seulement pour la suprématie de la race blanche, pour la colonie elle-même. Les mots de la Cour d'appel sont forts et historiques. La Belgique est responsable de crimes contre l'humanité. Quand vous refusez l'identité à un enfant, c'est pour dire quoi? C'est effacer cette tribu-là ou cette humanité-là? Effectivement, c'est les mots. Crime contre l'humanité, c'est les mots. Les mots sont là et les victimes seront indemnisées, mais aucun montant ne pansera ces enfances brisées. La Belgique, de son côté, fait un nouveau pas, forcé par la justice, vers la réparation de son passé colonial. Historique pour ces warriors, c'est sans doute une étape importante. C'est une étape importante et en fait c'est tout à l'honneur de la justice, je trouve, d'avoir eu les mots et d'avoir été aussi loin. Moi, ce que je me pose comme question, c'est finalement le nombre de personnes qui peut-être vont suivre cette démarche et aussi demander réparation. Mais je trouve que c'est hyper intéressant et que leur histoire, à nouveau, comme l'histoire de la colonisation belge, devait être mieux partagée, mieux enseignée, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. Il y en aura d'autres, effectivement, et ça fera un excellent film aussi, parce que ça pourrait effectivement être une bonne histoire exemplaire. Et Émir Kir, en tant que bourgmestre, ancien député fédéral, l'État belge a failli dans cette histoire-là. Pourquoi c'est la justice et 5 témoins qui doivent aller en justice pour finalement obtenir peut-être réparation? Pourquoi c'est pas l'État belge lui-même? C'est vrai, mais je pense que l'étape est importante. Je pense qu'aujourd'hui, on doit féliciter ceux qui ont introduit cette action en justice parce qu'ils nous ont permis d'apprendre sur notre histoire. Moi, je ne connaissais pas cette histoire. Objectivement, ça fait peur quand je sais que moi, par exemple, j'ai des enfants qui sont issus d'un mariage mixte. Ma femme est italienne. Et ici, en fait, c'est le mélange qui est rejeté. Exact, oui. C'est la mixité qui est rejetée, et de savoir que c'était une politique qui était menée au niveau institutionnel. Je pense que c'est important de rappeler. Et je trouve qu'elles ont été courageuses. La reconnaissance vient de la justice. Elle viendra, je pense, dans un deuxième temps de l'État. Et de manière générale, sur la colonisation, je pense que ce sont des pas importants. Dans ma commune, nous avons... Vous savez, tous les 11 novembre, je vais déposer une gerbe de fleurs pour les soldats inconnus.
Et à force, je ne voulais pas répéter les mêmes discours, donc j'ai été faire un peu d'histoire. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était les soldats congolais qui avaient permis les plus grandes conquêtes territoriales à la Belgique en Afrique. On a intégré ça et on a inauguré une stèle en mémoire des soldats congolais morts pour la patrie. Je ne vous dis pas le bien que ça a fait à la communauté congolaise en Belgique et dans le monde, parce que on efface une histoire, alors que cette réalité-là peut réconcilier les deux parties. Et cette fois-ci, pour la première fois, au 11 novembre, on était tous ensemble. C'était un moment... Ça y était, il y a un reportage, vous retrouverez sur notre site d'ailleurs. Oui, c'était un moment émouvant, et finalement, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de nous rassembler et de faire ce travail de mémoire, mais de reconnaissance aussi. Et je pense qu'ici, la justice, chapeau à la justice, parce qu'elle a été vraiment courageuse dans un moment où certains hésitent à faire des pas vers la réconciliation. Claire Van de Vivre, votre réaction ? D'abord, en tant que fille et en tant que mère, se dire que ces enfants ont été privés de leur famille, de leur mère, de leur culture, même de leur identité, parce qu'ils n'avaient même pas d'acte de naissance, effectivement, on est dans une situation d'horreur humaine. Et donc ici, comme tout le monde, on se réjouit que la justice, au-delà des excuses politiques qui avaient été faites à l'époque par le Premier ministre Charles Michel, que maintenant la justice a établi qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité. Et donc les mots sont lourds. Hein. Les mots sont effectivement lourds, mais quand on parle de priver, d'extraire des enfants parfois de 3 ans du milieu familial pour la couleur de peau, voilà, je pense que c'est une étape importante de reconnaissance aussi pour ces femmes, de reconnaissance morale de ce qu'elles ont subi, et puis aussi de réaffirmer dans notre société des valeurs fondamentales, les droits humains fondamentaux. C'est important pour aujourd'hui, mais c'est important aussi pour l'avenir, puisqu'on apprend de notre passé, et apprendre de notre passé permet d'envisager l'avenir sous de meilleurs augures. Alors souvent, on entend des associations qui se plaignent du manque de place donnée à la décolonisation et de la trop grande place donnée encore à des colonisateurs avec des noms de rues, des statues et tout. La commune de Jette, est-ce qu'elle fait des choses particulières en la matière ? Est-ce que vous avez été confronté à ces problématiques ? Alors on n'a pas de grandes statues et tout qui ont fait l'objet de stigmatisation. On a eu une fois le buste du roi Baudouin qui a été tagué, mais pour le reste, ça ne fait pas grand débat au sein de notre commune de Jette, même si on comprend qu'on puisse réfléchir à notre histoire et réfléchir sans tabou. Oui, Laurent Hublet. Oui, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'on la connaît mal. Et en fait, je crois qu'on connaît mal collectivement notre histoire coloniale. On a du mal un peu à la regarder. Et je crois qu'on doit pouvoir amener des nuances là-dessus. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que la colonisation, ça a été mis en cause au moment où ça se passait. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et on ne le sait pas forcément non plus. Moi, je l'ai appris. Entre autres, j'ai fait un livre sur le Palais Mondial qui se passait au cinquantenaire, qui est quand même un lieu symbolique de la colonisation, et qui avait lancé des mouvements anticoloniaux dans les années 30. Ça leur a valu beaucoup de problèmes. Mais cette histoire-là, on ne la connaît pas non plus. On ne l'enseigne pas. On n'enseigne pas ça. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir regarder cette période probablement avec un peu plus de distance, d'autant plus que le temps a passé maintenant. Et je crois que c'est important, en particulier dans une ville comme Bruxelles, qui a la chance d'être aussi diverse, où la plupart d'entre nous ont des origines multiples et on est tous un peu métis ou zineke d'une certaine manière. C'est vraiment important qu'on puisse discuter de ça sans tabou et qu'on puisse reconnaître des situations comme celle-là qui, effectivement, pour les personnes qui les ont vécues, ont été terribles. Oui, parce qu'on parle quand même de plus d'une 60aine d'années, Mirkir, et pourtant on se rend compte, effectivement, vous l'avez signalé, vous et Laurent, qu'il y a des choses que l'on ne connaît pas. Je crois qu'enseigner en histoire, l'histoire de l'Afrique et du Congo, avec ce que nous avons lancé aussi au niveau communal, c'est-à-dire que le lycée travaille avec Kinshasa, qu'il y ait, je dirais, un travail de mémoire et d'histoire en commun, nous fera du bien. Je pense que, par exemple, l'histoire des conquêtes territoriales belges en Afrique, grâce à des soldats congolais, qui le sait ? Et pourtant, c'est notre histoire. Et de la même manière, revisiter la colonisation. Est-ce qu'il faut tout effacer ? Moi, je pense qu'il faut parler de la colonisation et dire que c'est de la colonisation. Mais je pense qu'il faut le faire dans un esprit de réconciliation. Il faut aussi parler de ce qui a été les bienfaits et les méfaits. Moi, j'ai été à Kinshasa. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais dans la présence belge, que du contraire. Mais il faut pouvoir aussi créer un climat plus positif quand on en parle. Nous, on a eu une commission au niveau communal qui a très, très bien fonctionné. On a été visiter cette exposition remarquable au musée Tervuren sur le Congo. Moi, j'ai appris des tas de choses. Je pense qu'un travail est en cours, mais il doit être encore renforcé.
Oui, c'est quand même fou de se dire, je répète, plus de 60 ans après, qu'on en est encore à quelques balbutiements de tout cela. Tout ça prend du temps, Aurore Pénois. Oui, oui, après il y a des chouettes initiatives sur la recherche et comment traiter. Je pense notamment aussi à la commune de Scarbeck qui avait retourné ce buste de Roger Nols. Et qui avait fait tout un travail autour justement pour communiquer, apprendre, expliquer. Voilà, c'est 2-3 initiatives et je sais qu'on retrouvera aussi le reportage sur votre site. Bien sûr, tout à fait. Mais, écoutez, merci en tout cas pour cette discussion sur ce sujet qui est à la fois bruxellois, mais ça va bien au-delà. Tout à fait, on va terminer avec nos coups de cœur. Aurore, vous avez tenu à nous présenter une bande dessinée bruxelloise. Ben oui, je me suis dit une télé bruxelloise, une BD bruxelloise, et c'est un peu notre histoire. Alors elle date aussi de la même votre époque. histoire Enfin, notre histoire la finalement. Maison du Peuple. Non, pas la mienne personnellement, évidemment, mais notre histoire de bruxellois. C'est une bande dessinée qui reparle un peu de ce débat de détruire en fait tous ces chefs-d'œuvre d'art nouveau. Alors ici, il y a effectivement pas que de l'art et pas que de l'histoire, il y a aussi quelque chose un peu criminel, mais je ne vais pas tout vous révéler. Mais je trouve que c'est un peu l'occasion de se replonger dans un courant architectural qui est marquant à Bruxelles, de manière un petit peu légère. Donc voilà, si vous cherchez toujours un cadeau de Noël, c'est un peu mon coup de cœur de Noël. Voilà. Alors ça s'appelle Maison du Peuple 65. Voilà. Et peut-être donnez-nous et c'est les fait noms. par Patrick Weber et Baudouin de Ville. Et vous le Très bien, trouverez Baudouin sûrement de Ville au dessin, Patrick Weber au scénario, et c'est aux éditions En Stack. Exactement. Voilà. Et on reste dans les livres avec vous, Laurent. Oui, tout à fait. C'est la période de fin d'année, donc c'est un bon moment pour recevoir des cadeaux ou faire des cadeaux. Moi, j'adore donner des livres et puisqu'on parlait de métissage, mon coup de cœur absolu, c'est Gaël Faye, Jacaranda, qui raconte l'histoire de doubles origines de Gaël Faye ou du héros du livre et qui doit remonter ses origines rwandaises. Et par l'entremise de ça, elle fait aussi tout un travail sur le conflit Rwanda. Ça fait 30 ans qu'il a eu lieu. Et j'ai trouvé que c'est un livre extrêmement touchant qui parle d'un sujet pas évident, mais d'une manière absolument brillante. Et moi, je l'ai dévoré, donc je ne peux que le recommander. Alors, à propos de Gaël Faye, son premier roman, Petit Pays, qui avait eu un énorme succès, a aussi été adapté en bande dessinée. Donc, ça peut être aussi un beau cadeau à offrir. Donc, Jacaranda de Gaël Faye. Je vais vous demander, vous aussi, est-ce que vous avez déjà l'idée de tous les cadeaux de Noël que vous allez offrir, si vous en offrez, ou bien d'une balade à faire dans Bruxelles, ou un conseil, un coup de cœur. On va commencer par vous, Émir Kir. Alors, j'avais beaucoup de projets. Ah, mais le conseil juridictionnel est passé par là. Et donc, mes projets, vous allez lire des livres de droit tout le dimanche. Non, je les ai... on est pour le moment, je dirais... voilà, on attend un peu les choses. Tout est un peu bousculé, mais je crois que la chose la plus essentielle pour moi, c'est d'avoir du temps et des moments avec ma famille. Je pense que on a besoin de se retrouver à Noël et au Nouvel An. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, est-ce qu'on va le faire ici, ailleurs? Ça, c'est encore à décider. C'est un temps plein, bourgmestre? Vous qui avez été député et bourgmestre. Aujourd'hui, vous êtes bourgmestre à 100%. Oui, moi, c'est tous les jours lundi. C'est-à-dire? Tous les jours lundi. Je me réveille tous les jours comme un lundi. Je me réveille tous les jours comme un lundi depuis 25 ans. Et vous, Claire Van de Vivereux? Depuis un petit peu moins de temps quand même. Oui. D'accord, mais c'est aussi temps plein. Absolument. Et d'ailleurs, quand je suis devenue échevine, j'ai très vite passé à temps plein pour me consacrer entièrement à ma belle commune de Jette. Et sinon, je vous invite ce soir à notre magnifique gospel à 20h à l'église Saint-Pierre, place Cardinal Mercier. C'est toujours un moment vraiment de joie, un moment musical de joie extraordinaire. Aussi de fin d'année, c'est chaque fin d'année? Chaque fin d'année, oui. Et alors notre marché annuel la semaine suivante. Oui, est-ce qu'il y a des marchés de Noël dans vos communes, Émir Kir? Le Winter Time, à partir de la semaine prochaine, on l'inaugure samedi. Samedi prochain, donc, samedi prochain. Et vous, Claire Van de Vivereux? Vendredi suivant. Le vendredi suivant. Donc, il y a des marchés de Noël partout. Donc, et il y a toujours Plaisir d'hiver aussi, qui est déjà ouvert depuis plus d'une semaine. Alors, je vous remercie et je vous dis que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la première de mes 2 dernières émissions. Les experts ne traiteront pas d'actualité lors de ces 2 émissions, mais bien des 9 années au cours desquelles j'ai eu l'honneur d'officier à cette table. Alors, une douzaine de personnalités politiques reviendront sur des moments importants ou anecdotiques,
Et la semaine d'après, ce seront des experts qui feront le même exercice. Donc en tout cas, à samedi prochain. Et merci à vous d'avoir participé. Et on peut vous applaudir. C'est pas fini. Hein. Merci.